Alors Nicolas, comment ça se passe avec les relations avec les bergers qui ont déjà un métier et vous en tant qu'élève, est-ce que vous les voyez régulièrement? Comment ça se passe? Eh bien, on apprend tous les jours quand on voit un berger de métier, puisque forcément notre expérience est très limitée dedans et ça fait toujours plaisir. Donc c'est un bon relationnel habituellement, les bergers sont relativement sociables, je ne sais pas. Je change de cadrage. Les débouchés en tant que berger, donc il y a quand même des débouchés je suppose. Je voyais une vidéo il y a quelques jours qui parlait comme quoi, bon, il y a une dizaine d'années, les bergers, il y en avait de moins en moins, il fallait qu'il y ait des personnes qui puissent reprendre la relève. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas exactement, mais il y a des débouchés, ça c'est sûr. Le berger, c'est un travail qui reste relativement difficile dans les horaires, dans le métier, et donc il y a toujours des débouchés, c'est sûr. Bon, on vous remercie Nicolas et bonne réussite professionnelle. Merci bien. Entre autres. Continuation. Merci. Alors, tranquille, aujourd'hui détendu, Nicolas. C'est le week-end, oui. Voilà, il fait soleil, et on a l'école des Merles et vous êtes un étudiant berger? Moi, je suis en ORP, c'est ouvrier rural polyvalent. Et donc, c'est une autre cours qui propose le domaine du Merle. Et là, je viens voir ce concours des championnats de France des chiennes de troupeau. D'accord, effectivement, il ne faut pas qu'on le perde de vue, ce championnat de France de chiennes de troupeau. Mais vous, qu'est-ce que vous apprenez comme matière à l'école du Merle en tant que berger? En tant qu'ORP, c'est très divers. Je fais un module en bergerie en ce moment et également des modules en agriculture, l'arboriculture. Je vais faire aussi sur les foins de crocs. En fait, c'est très divers. On apprend un maximum dans l'agriculture, dans mon cours. Soins vétérinaires peut-être? Un tout petit peu, oui, oui, histoire de découvrir quelques maladies, comment reconnaître les symptômes. D'accord. Je change de cadrage. Je vois que je jeune en face de tracas, ça m'arrive pas tous les jours. Non, je rigole parce que j'en vois beaucoup. Alors, Madame Passeleg, Camille et Guy Bonvicini, on est ici à l'école des Merles. Et les SAM, est-ce qu'elles participent un peu d'une certaine façon? J'ai participé complètement à l'organisation. Alors, vous pouvez nous présenter un peu ce qui se passe comme stand, Madame Passeleg, s'il vous plaît? Les stands, je ne sais pas exactement, mais ben, je viens de les découvrir là, je ne savais pas exactement.
je suis plus renseignée sur la fête des bergers du Berne, parce que ça a lieu presque toutes les années. Mais là, cette année, on a voulu donner une connotation beaucoup plus importante en tant que camp de Provence, vous voyez. On a donné beaucoup plus d'importance sur ces choses-là, les arlésiennes. Et encore, on a beaucoup de défections. Là, il commence à arriver, mais on a beaucoup de défections. Je me rapproche un petit peu. Je fais un petit visage sur Camille et sur vous, Madame Passeleg. Alors, justement, vous, Madame Passeleg, à l'ESAM, vous êtes à quel poste maintenant? Je suis la présidente. D'accord, comme d'habitude. Et comment se portent l'ESAM? Ce serait vous dire peut-être des sottises, ce serait peut-être me flatter de dire que depuis que je suis là, ça quand même, on n'a pas fait ça entrer. On a fait ça entrer, mais comme il y a des personnes qui se font inscrire et qui ne payent plus leur cotisation, finalement on est toujours le même nombre, on est 160 à ce moment. Voilà. Mais quand j'ai pris le groupe, on n'était pas une centaine. Bien. Voilà. Ça marche, mais nous nous démenons. Je suis beaucoup aidée. J'ai une très bonne trésorière et j'ai une très bonne secrétaire, des personnes jeunes qui m'aident beaucoup. Voilà. Bien, eh bien, on vous remercie Madame Passeleg et on va vous souhaiter une bonne continuation à cette manifestation aux chaînes de troupeaux, du berger, du merle et aussi à l'ESAM. Eh bien voilà, on essaie de faire pour le mieux. Alors Camille et Guy, aujourd'hui c'est une journée spéciale et ensoleillée. Oui, c'est pour ça qu'on nous a prêté un cabanon pour passer la journée. Ah, une journée au cabanon. Alors Guy, qu'est-ce que tu t'occupes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, moi je tiens le stand, et demain d'ailleurs aussi, du musée de Salon et de l'Accro, puisque pour la manifestation du championnat de France de chien de troupeau, Madame Giraud, qui est l'organisatrice, une des organisatrices, est venue nous voir au musée pour nous dire que cette manifestation serait l'occasion d'officialiser la race de chiens berger de Crau. Et nous avons remarqué avec Madame Giraud, parce que je l'ignorais complètement, que le berger de Crau, le chien, était représenté par Théodore Jourdan sur ses tableaux. Donc c'est pour ça qu'il nous a été demandé de tenir un stand pour le musée de Salon et de l'Accro et de présenter la salle Théodore Jourdan avec quelques tableaux, enfin quelques photos de la salle et des détails de tableaux où l'on voit le chien de Crau sur les tableaux de Théodore Jourdan. Effectivement, on dit que le chien de berger, notamment de Crau, vaut 20 hommes, dit-on, chez les mondes des bergers. Alors moi j'ignorais complètement l'existence de cette race et Madame Giraud m'a expliqué que par rapport au chien anglais, le blanc et noir, je ne me rappelle plus le nom, que l'on voit traditionnellement dans les chiens de troupeau, on peut travailler avec des petits troupeaux sur des petites surfaces, alors que le berger de Crau, lui, a l'habitude de travailler, est très résistant. Il peut travailler sur de grands troupeaux et surtout sur de grands terrains comme la cour. Bien. Ah ben Guy Bonvicini et Camille, on vous remercie, on vous souhaite bon succès à la manifestation. Merci. Merci. À Fatima, aujourd'hui, l'Office de tourisme de Salon de Provence est présent sur cette manifestation. Oui, exact. Alors, vous pouvez nous en toucher 2 mots? On tenait à être présent, c'est quand même un événement majeur qui fait participer beaucoup de monde et de ce fait, l'Office du tourisme devait d'être là. Bien. Pour la Provence, un chien de berger, c'est quand même important. Ouais, je pense, ne serait-ce que pour la transhumance et pour rassembler les moutons. Entre autres, oui. Entre autres, ouais. Ah ben merci Fatima et à bientôt. Au revoir. Je vais aller voir
parce que c'est gagné. Max Richard, enfin les 4 présidents de l'UPRA là. Ah oui, Il y avait c'était Dalton, c'est Jeannot, Loulou. Alors Pierre-Marie Bouquet, aujourd'hui, vous avez quel poste à l'école des maires du Merle? Je suis toujours directeur du domaine, donc, qui comprend l'exploitation agricole et aussi l'école, le centre de formation du Merle dirigé par Michel Jallet. Alors aujourd'hui, l'école du Merle, est-ce que c'est un bon succès? Ça reste un succès, depuis des dizaines d'années, oui. Bon, on a combien à peu près d'étudiants bergers et bergères qui s'intéressent au métier? Les stagiaires bergers restent, ça reste des sessions de 15 à 20 personnes chaque année rentrant et effectuant l'ensemble de la formation. D'accord, Pierre-Marie Bouquet. Merci beaucoup. Par contre, si vous m'interrogez sur l'école, moi je ne m'occupe pas de l'école. Alors Patrick Fabre, en respectant le chemin critique qui nous a imparti pour vous laisser du temps précieux que vous avez besoin aujourd'hui, vous occupez de la transhumance normalement, comment ça se passe? Oui, je suis directeur de la maison de la transhumance qui va s'installer dans la plaine de la Crau. Donc, on travaille sur toutes les dimensions de la transhumance, de l'économique jusqu'au domaine culturel ou environnemental. Alors un problème particulier se pose notamment aujourd'hui aux bergers qui ne peuvent plus faire des transhumances comme avant, puisqu'à cause, je suppose, que tout le terrain des agriculteurs est pris, il n'y a plus le passage pour les brebis, en plus les automobiles. Quel avenir pour la transhumance? Bon, ça fait déjà une quarantaine d'années qu'on ne transhume plus à pied depuis la Crau, qu'on utilise les bétaillères. Bon, on s'est adapté, c'est pas tellement un problème finalement. De toute manière, on n'avait pas le choix, c'est interdit de circuler avec les troupeaux sur les routes. Donc la transhumance continue en camion, alors c'est peut-être un petit peu moins nostalgique qu'avec la transhumance à pied, mais enfin l'essentiel c'est que les brebis puissent gagner les alpages. Une question futuriste, on envisagerait peut-être de faire des transhumances en hélicoptère ou c'est folklorique? Alors, pour l'instant, vu ce qu'on nous annonce sur les transports ou autres et les problèmes d'approvisionnement, on est plutôt en train de se demander si on retranshumera pas à pied un jour plutôt que d'utiliser l'hélicoptère. Non, je ne pense pas que l'hélicoptère puisse être un moyen de transhumance quand même dans l'avenir. On verra bien ce qui arrivera, mais dans l'air du temps, c'est plutôt de se remettre à transhumer à pied pour limiter l'utilisation de carburant que l'hélicoptère a priori, mais bon. On se trompe souvent dans ce genre de diagnostic. Effectivement, c'est plus écologique et c'est un peu dans l'air du temps. Oui, quand même, c'est plutôt vers ça qu'on semble tendre que vers encore d'autres moyens de transport. Bon, on vous remercie de votre espérance pour cette réponse et on vous souhaite bonne continuation. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors Didier Tron, le foin de Crau, c'est vraiment quelque chose d'économiquement important pour la région? Sur la région, le foin de Crau, ça représente 12 000 hectares entre Salon, Arles et Istres. 12 000 hectares de prairies irriguées et qui produisent tous les ans 100 000 tonnes de foin. On peut estimer combien de personnes qui travaillent autour de ce foin de Crau à tout hasard? Alors
Alors directement, sur les 12 000 hectares, on compte à peu près entre 250 et 300 producteurs, de tailles plus ou moins différentes. Bon, et après, tout autour, il y a toute une économie qui est faite avec les marchands de matériaux, avec les salariés agricoles, avec les arroseurs, donc ça génère une économie importante dans la région. Ok, on vous remercie. Ah ben voilà Pierre-Marie Bouquet, si vous voulez. Il est là. Salut. Bonjour. Pierre-Marie. Bélier. Salut, ça va? Oui. Excuse-moi. Oui, je t'entends. De la terre comme un campon de parterre, ça. Oui, c'est de la terre. Moi, merguez. Tu veux manger merguez ou saucisse?
Allez, j'ai mis lavabo là, c'est un peu rustique, mais il marche. Et après, vous mettez le papier au fond. Je fais un petit mouton. Attends, je ne l'ai pas encore fini. Voilà. Juste... Bon. Allez, je mets un peu du talc. Pourquoi? Pour pas que ça colle là. Pour pas que Pas que la terre que je vais mettre dedans, la boue que je vais mettre dedans, et le colle. C'est vraiment de la boue. Hein, je le mets où le papier? Alors tu prends ici, tu le mets ici, là. Une pierre, on fait 2 coups. Ça fait... Alors Geneviève, vous nous avez fait quelque chose de spécial cette année. Qu'est-ce que c'est? J'ai essayé de reproduire la chevrière de Théodore Jourdain en rapport avec le tableau. Du mieux que j'ai pu, parce que Théodore Jourdain, pour moi, c'est vraiment le représentant de la Provence et des scènes pastorales, du pastoralisme. Là, je vous laisse le soin d'admirer ce que j'ai pu en faire. Merci. Pour ma cousine. Après, qu'est-ce qu'on fait? Si elle vient ta cousine. Attends, viens, on va faire. Bah, tu dis merci déjà. Merci. Alors, tu vois, tu vas le coucher. Parce que si des fois quelqu'un te bouscule... Tu vas avoir un petit chocolat? C'est possible. Isabelle Farley, 9 concurrents. Thank you.
Alors vous les laissez sécher à l'air libre. D'accord, on va aller. Et dans 2-3 jours, quand ils sont durs, vous pouvez les peindre, ou les laisser nature, ou les bomber. Les bomber? Avec quoi? Une bombe. De quoi? De peinture. Ah, de peinture, ouais. Oui. Pour qu'ils restent, vous pouvez les peindre en faisant des détails, comme la dame d'à côté. Non. Elle fait le tour de la taille. Voilà. Non. Non. Non, non, non. Non, non, non. Alors maintenant tu peux faire, si tu veux, la chemise. Non, je peux pas. Ça y est? Alors, oups, pardon. Et c'est micro. Bonjour messieurs dames, bienvenue à ce championnat de France de Troupeau 2010. On vous donne déjà rendez-vous en fait à 11h30 pour un apéritif, une dégustation de... Yo soy un hombre sincero. Vous voulez des explications sur la laine? Ça, c'est de la laine de mouton d'Écosse. C'est pas des mérinos de Provence, ça. De quoi Je suis du salon de Provence, monsieur Gauthier. Alors, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Vous cardez la laine? Là, je garde la laine, comme se faisait autrefois, pour les matelas. Et les fileuses, elles existent toujours? Il faut avoir le rouet. Et là, il faut prendre de la laine comme celle-là, là, qui n'est pas cardée, parce que celle-là, quand elle est cardée, elle est tout coupée, et on ne peut pas filer avec. Tandis que celle-là, par contre, là, celle-là, elle est longue, et elle est brute, celle-là. Elle n'a jamais été cardée, celle-là. Celle-là, par contre, on peut, quand on la tire, on la roule et avec le rouet, on arrive à faire la laine. Elle est plus grosse encore. Ça peut avoir encore des bons jours maintenant avec la vague écologiste?
Oui, mais maintenant avec l'histoire de l'Europe, par contre, ça s'est perdu. Parce que